C'est bien beau d'avoir les certifications, mais franchement, je ne trouve pas que ce soit pertinent. Hormis peut-être pour un métier comme architecte solution où vraiment tu es généraliste, donc tu devras parler d'un peu de tout. Donc c'est toujours bien de savoir ce niveau de base là. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui est par exemple data engineer, il va faire les 12 certifs AWS. Franchement, moi si je vois ça en termes de recrutement, je vais dire pourquoi tu as fait ça. Extrait des données d'un ERP, concaténer avec des données d'une base de données et avec des données non structurées. Le faire de manière optimisée pour que ça ne coûte pas une blinde au client. Il y a énormément de choses que la certification ne couvre pas du tout parce que c'est un QCM. Et il faut savoir que pour des personnes qui l'ont fait, pour des personnes qui ont fait aussi les certifications, on connaît ce que ça vaut et ce que ça ne vaut pas. Ok, intéressant. Tout à l'heure dans ton speech, tu as parlé un peu de certification. Récemment, tu as fait un très bon post sur LinkedIn où tu nous présentais avec toute la joie du monde que tu as réussi l'exploit de passer toutes les certifications AWS. Je crois que c'est 12 certifications. Ouais, 12 actives actuellement. Ouais, tu as réussi à obtenir toutes les 12 certifications. Je pense que c'est un exploit qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont réussi à le faire. Est-ce que tu as un secret derrière ça ou... Non, il n'y a pas de secret. Honnêtement, c'est juste investir le temps qu'il faut pour ça. Sachant qu'en tant que solution architecte, tout à l'heure, tu nous as dit que tu as vraiment un programme surbooké, tu as des clients à gérer, tu as des conférences. Oui, après, c'est comme tu dis, voilà. c'est un moment, c'est quand tu te présentes, c'est vraiment quand tu donnes des objectifs, après, derrière, tu essaies de gérer le temps pour les atteindre. En fait, les certifications, ce qu'il faut savoir, en tout cas, là, je parle des certifications AWS, juste pour donner peut-être des tips dans ce sens. Tout le monde commence en général, en tout cas pour les profils techniques, vers la Solution Architect Associate. Ouais. Et en général, je pense qu'on se met beaucoup de pression, mais en tout cas, je pense, c'est moins compliqué que ce qu'on pourrait croire. Et en général, la Solution Architect te permet vraiment d'avoir une overview générale de tous les services et des bonnes pratiques de manière générale. Et pour moi, toutes les autres certifications, à part peut-être quelques spécialités, reprennent environ 40 à 60% des bases de la solution architecte. Okay. Pour moi, quand tu dois passer la DevOps après, je pense que tu as toutes les bases sur les services généraux. Et après, il y a 2-3 trucs en termes de développement que tu dois peut-être apprendre en plus. Mais par exemple, déjà, comment commencer avec la solution architecte te donne une base globale pour tout. Et après, le reste... Plus tu fais, plus il y a des patterns que tu commences à voir un peu revenir. Tu as les fax. En général, pas des fax, mais en général, quand c'est un QCM, tu as 4 questions, on va te proposer différentes options. Il y a une option, on va te dire, fais toi-même ton code custom dans ton serveur, dans ton coin. Tu sais déjà que c'est pas ça. Il y a un autre après où on va te dire plein de services compliqués que tu dois machin et tout. Quand c'est un peu trop compliqué là. En général, c'est pas ça. Et après, il y a deux peut-être qui sont assez similaires où là maintenant, c'est ta connaissance qui arrive. Ça, c'est en général pour les associés. Après, pour les niveaux avancés, niveaux professionnels, pour moi, en général, par exemple, de solution architecte associé à solution architecte professionnel, le gap, c'est comment? C'est pas, pour moi, en termes de connaissances, c'est pas plus compliqué. Okay. C'est juste qu'après, là, tu es vraiment sur les détails. D'accord. Et que tu dois aller beaucoup plus vite. Par exemple, solution architecte, là, il y a une seule réponse vraie, mais sur les professionnels, peut-être toutes les 4 réponses sont vraies, mais après, on va te dire quelle est la méthode la plus optimisée, la plus simple, la plus efficiente en termes de coût. Et c'est là où tu dois pouvoir juste avoir plus de profondeur et en plus, tu dois répondre assez vite. C'est un truc sur lequel tu as énormément de questions. Je crois que tu as environ 80 questions et tu dois être sur un rythme de déjà 2 minutes 30 par question pendant 3 heures. Donc vraiment, tu n'as pas le temps de réfléchir. Et c'est des pavés de questions. Ouais. Donc moi, en général, et c'est ce que je disais un peu dans mon post, une fois que tu as cette base-là et que tu as un peu compris le mécanisme, en général, le mécanisme est le même. C'est-à-dire, tu cibles la certification que tu veux faire,
tu vas un peu lire sur le site officiel, tu vois le contenu de la certification et tu sais à peu près ce que tu dois couvrir. Tu prends un cours que tu suis un peu et ça te permet d'avoir la base de connaissances en général qui a été couverte dans le contenu. Et après, très important, les examens blancs. Tu en fais énormément. Enfin, énormément, c'est vraiment la première où j'en ai fait énormément. Mais après, en fait, plusieurs questions déjà te permettent. Surtout, après, tu vois celle que tu as ratée et encore plus même, tu vois celle que tu as trouvée, mais encore plus même celle que tu as ratée. C'est-à-dire, tu comprends pourquoi c'était la réponse et pourquoi celle-là n'était pas la réponse. C'est très puissant en termes d'éducation. Et une fois, pour moi, c'est le même pattern. Genre, il faut juste avoir du temps pour investir pour le faire. Sachant que moi, après, vu que je travaille dans ça tous les jours et que mon métier, c'est d'être généraliste, il y a un travail que je fais déjà un peu de manière continuelle dans mon travail de tous les jours et qui me permet d'apprendre un peu plus vite ou bien de maîtriser déjà certains concepts. Et du coup, pour revenir après à mon poste, ce que je disais dans le post, c'est que, OK, c'est bien beau d'avoir les certifications, mais franchement, je ne trouve pas que ce soit pertinent. Hormis peut-être pour un métier comme architecte solution, où vraiment tu es généraliste, donc tu devras parler d'un peu de tout. Donc c'est toujours bien de savoir ce niveau de base-là. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui est par exemple data engineer, il va faire les 12 certifs AWS. Franchement, moi, si je vois ça en termes de recrutement, je vais dire, pourquoi tu as fait ça? C'est un passionné. Oui, tu peux être passionné, mais ça dépend de quel objectif tu as derrière. Parce que je pense, tu fais peut-être la SA associée, tu fais encore la data engineer, ça c'est peut-être pertinent, tu fais la ML engineer. Il y a la sécurité aussi, la spécialité sécurité que je trouve aussi qui est assez globale. La sécurité, c'est vraiment commun, peu importe ton métier. Mais je pense que derrière, une fois que tu as peut-être fait la certification de data engineer, tu as plus de valeur à aller faire un projet réel où là, tu vas rentrer dans la complexité là, par exemple, on dit que, OK, si tu veux faire un extrait des données, tu dois utiliser le service AWS Glue. Waouh, bravo. Mais pour comprendre et discuter avec des gens qui ont vraiment implémenté, tu vois qu'entre le fait de dire ça et réussir vraiment à implémenter un truc où tu vas aller extraire des données d'un ERP, concaténer avec des données d'une base de données et avec des données non structurées, le faire de manière optimisée pour que ça ne coûte pas une blinde au client et après le gérer en production lorsqu'il y a des problèmes, gérer la partition et tout. Il y a énormément de choses que la certification ne couvre pas du tout parce que c'est un QCM et parce que même avoir la certification, tu as 70% des réponses et qu'il y a quand même 30% de trucs que tu as loupés. Donc, il y a plus de valeur pour moi à investir quand tu es dans un domaine particulier, investir plus de temps après pour construire des projets réels et soit personnellement, soit en entreprise, plutôt que d'enchaîner une certification, par exemple, sur le réseau, alors que tu ne travailles pas dans le réseau. Et il faut savoir que pour des personnes qui l'ont fait, pour des personnes qui ont fait aussi les certifications, on connaît ce que ça vaut et ce que ça ne vaut pas. Si moi, maintenant, quelqu'un me dit devant, OK, j'ai la certification SA professionnelle, je sais à peu près ce qu'il peut savoir, mais je sais que ça ne garantit pas son niveau pratique en tant qu'architecte, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'autres compétences qui sont liées à ça. Donc, il faut le savoir de manière générale. Ça trompe les RH peut-être, qui eux, du coup, ils voient juste des noms comme ça. Ils savent que oui, c'est bien d'avoir ça. Mais une fois que tu passes un entretien, c'est vraiment, on va essayer de voir un peu plus loin que juste la certification et ça ne garantit pas grand-chose. C'est pour ça que, même je te disais, nous, par exemple, quand on recrute, on te demande... Une certification n'est pas un prérequis. Et connaître AWS même n'est pas un prérequis. Parce que, comme je l'ai dit, si tu sais, par exemple, faire du réseau, les principes du réseau sont les mêmes que tu sois sur un serveur physique, que tu sois sur Amazon. C'est même simplifié sur AWS. Que tu sois sur Azure. Donc, on sait que si tu sais le faire de manière générale et si tu comprends, tu pourras le faire aussi. Donc, c'est pas bûcher tous les services et toutes les certifications qui va prouver vraiment ta valeur. Donc, en gros,
Moi, je voulais certification. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, je voulais faire. Je peux pas dire ne faites pas. Franchement, chacun est maître de sa carrière et sait pourquoi il fait les choses. Moi, je voulais faire parce que en plus c'est un peu une suite du programme de formation qu'on a fait de 6 mois. Pour moi, c'était une manière d'aller un peu plus loin dans tous les autres sujets. C'est que par exemple, à un moment, je travaille avec des clients industriels. Dans le monde industriel, tu entends beaucoup parler de SAP parce que c'est des systèmes qui sont assez présents. Et moi, j'étais un peu frustré parce que ce n'est pas des trucs sur lesquels j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler. Moi, c'était juste une manière de se dire, OK, je me mets à niveau et je investis plus de temps pour comprendre ça parce que je sais que ça va m'être utile parce que je parle à des clients dans ce sens-là. Pareil que ce soit pour le réseau et de manière générale, en tant qu'architecte, tout est presque important pour toi. Moi, je sais pourquoi je l'ai fait et du coup, je pense que ça m'a été utile par rapport à ça. Mais je pense que pour des gens qui sont dans des secteurs plus spécialisés, qui sont sur un domaine particulier, ça a plus de valeur de faire peut-être la certification qui est liée à ce domaine-là. Et des projets. Et après, d'investir plus de temps dans le projet. Mais une nouvelle fois, ce n'est que mon avis, mais je pense que chacun est juste maître de sa carrière après. L'équipe Au-delà des frontières est fière de vous présenter sa toute nouvelle communauté Telegram. Un espace dédié où vous pourrez débattre et réseauter au plus près des autres membres inspirants de la communauté. Concrètement, qu'est-ce que vous y gagnez ? Premièrement, des débats exclusifs autour des thématiques qu'on a déjà abordées sur la chaîne, telles que choisir entre un CDI et un Master SP, comment se comporter en face d'une situation compliquée avec notre titre de séjour. Vous pouvez vous recueillir des REX et des autres personnes qui ont déjà été dans ces cas de figure et pouvoir éviter de commettre certaines erreurs, qui, je vous l'assure, peuvent vous coûter très cher. Deuxièmement, un accès prioritaire à nos after-work et événements privés où vous pourrez justement élargir votre réseau. Troisièmement, un contact direct avec nous et nos invités. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir comment rentrer en contact avec les invités. On a besoin des fois de leur poser certaines questions et vous ne savez pas nécessairement comment faire. Et bien là, c'est l'endroit privilégié. Nous pourrons également recueillir vos feedbacks par rapport à nos vidéos pour nous améliorer dans la qualité du contenu qu'on vous propose. Vous pourrez proposer des sujets de vidéos si ça vous intéresse et même pourquoi pas participer à certaines de nos vidéos. Vous l'aurez compris. Grâce à ce canal, nous souhaitons créer une communauté forte, une communauté de personnes qui pourra s'entraider face aux difficultés qu'on peut rencontrer à l'étranger et faire véritablement de cette chaîne le canal d'expression privilégié de vous, jeunes de la diaspora. Alors, rejoignez-nous en cliquant dès maintenant sur le lien dans la description et allons ensemble au-delà de nos frontières. Ok, très 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 intéressant ton point de vue sur les certifications et autres. Mais du coup, est-ce que dans ton travail au jour le jour chez AWS, est-ce que tu as des anecdotes intéressantes, bien un souvenir vraiment particulièrement intéressant, joyeux, que tu as pu vivre et une expérience un peu moins joyeuse, glorieuse que tu pourras peut-être nous partager? Franchement, les expériences joyeuses, il y en a quelques, mais les expériences joyeuses, c'est vraiment... Tu es dans un environnement où tu es quand même, on va dire peut-être à la pointe de ce qui se fait mondialement. Donc, tu as beaucoup de liberté par rapport à des projets sur lesquels tu peux travailler et après qui peuvent être valorisés. Donc, les expériences, par exemple, quand tu réussis à faire une présentation devant une centaine de personnes au Summit AWS, ça, c'est des expériences qui sont assez marquantes parce que tu as quand même un ensemble de personnes qui sont là pour t'écouter. Ça met une certaine pression, mais après, c'est assez valorisant. Et après, par exemple, quand tu travailles sur des projets, une expérience qui était très intéressante, c'est que j'avais travaillé sur un projet où j'ai eu l'occasion d'aller le présenter à notre salon à Las Vegas il y a 2 ans. Ça, c'était très intéressant parce qu'on est vraiment parti d'un truc où... C'était une idée assez simple que c'était l'un de mes collègues qui avait eu, c'était... Au début de tout ce qui est IA génératif, c'était pouvoir démocratiser le développement avec la voix. Par exemple, pour des personnes qui sont en mobilité réduite, ou bien des personnes qui n'aiment pas le front-end, par exemple. Pouvoir se dire que avec juste un micro, tu dis, OK, je n'ai moi un site de e-commerce, machin, le front-end, machin.
Et grâce à l'IA générative, ça génère le code, ça le compile en live et après tu l'affiches et tu vois au fur et à mesure. Ah ouais, donc ça existe ça Donc, sur le projet. ça existe encore, ça existe. Et même aujourd'hui, même avec les nouvelles IA, c'est même encore plus simple. Ok, mais vous êtes allé quand même jusqu'au bout du projet. Effectivement, oui, on est allé, du coup, on a construit ça. Et on l'avait présenté, du coup, à Las Vegas, dans le salon annuel, notre annuel de Reinvent. Et du coup, on a passé une semaine comme ça, du coup, à parler avec des gens du monde entier et à échanger sur les nouvelles technologies. Donc ça, c'était dans les casinos de Las Vegas, c'était effectivement un super souvenir. Et après, sur les mauvais souvenirs, bon, j'aurais peut-être dû commencer par le bon souvenir. Mais après, du coup, c'est ce que tu disais, c'est que tu restes assez jeune et après, les interlocuteurs que tu as, c'est quand même des personnes, en général, les interlocuteurs que tu as, c'est des responsables d'infrastructures, des responsables de la data, des responsables du cloud de manière générale. Donc, c'est des personnes avec une certaine expérience et qui, parfois, en général, sont même très gentils, mais parfois, tu tombes sur des gens un peu plus rugueux et des gens un peu plus vieille école. Donc, ça m'était arrivé avec un client qui, du coup, essayait de faire quelque chose sur AWS, sauf qu'il utilisait le mauvais service. Et il avait dépassé les limites de ce qu'on pouvait faire pour le service. Et lui, il disait, est-ce que vous pouvez dire à l'équipe de service d'enlever la limite pour moi? Tu essayes de lui faire comprendre que ça va pas être possible, c'est que en général ces limites ont été faites pour certaines contraintes parce qu'en plus c'est un service qui est utilisé par tout le monde, donc il faut répartir un peu aussi la charge. Tu lui expliques ça, il va comprendre. Tu lui expliques le service qui serait mieux adapté pour lui. Il dit non, ce sera trop cher, moi j'ai fait avec mon truc et ça me coûte vraiment moins cher. Ok, après tu essayes. Ce que nous on fait en général, c'est que quand un client nous pose un problème, on essaye de repartir du besoin business. Tu as dit, ok, je comprends que tu veux faire ça, bon, mais c'est quoi la raison pour laquelle tu le fais? Du coup, moi, je vais demander, ok, je comprends maintenant que tu veux faire ça. Est-ce qu'il y a une raison business pour laquelle tu veux vraiment faire tout ça sur 1000 tables, irrépliquer des tables? Est-ce qu'il y a une raison business pour laquelle tu veux faire ça sur 1000 tables? Est-ce que tu ne peux pas sélectionner et tout? Et je dis non, le business, ça nous concerne. Si vous me posez cette question, ça veut dire que vous ne savez pas faire. Vraiment, ne me posez pas ce genre de questions. Ça veut dire que le cloud ne marche pas, vous ne pouvez pas, machin. Il est assez virulent avec moi en meeting. Et après, tu continues à parler et après, il enlève sa caméra. Ah ouais, carrément. Et là, vraiment, pour garder son calme dans ce genre de situation, c'est assez compliqué. Ça ébranle quand même ta confiance en soi. Après, bon, tu discutes avec ton manager et tout, il te rassure quand même en disant, bon, c'est pas de ta faute, ça arrive. Ça peut arriver, ça fait partie un peu du métier aussi. Mais je pense, ouais, c'est des trucs sur lesquels il faut aussi être prêt à encaisser parfois parce que peut-être un service a un problème et le client te tombe dessus alors que c'est pas toi qui gères le service. Donc, c'est un peu comme tous les métiers où tu es en frontal avec des clients. Et tout. C'est que parfois, en général, les gens sont très bienveillants, ça se passe bien. Mais il faut aussi être capable de pouvoir gérer les situations de crise et garder son calme, on va dire. C'est pour le meilleur et pour le pire. C'est comme le mariage. Ok, super. Bon, merci déjà pour ton retour d'expérience générale. On peut peut-être clôturer ce magnifique échange très riche. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à un jeune, par exemple, qui nous écoute, qui te voit et qui dit « Waouh, j'ai les étoiles dans les yeux, je veux être comme Joël tant que quand je serai grand, bien quand ma carrière va évoluer. » Est-ce que tu as un conseil à une personne qui veut travailler, que ce soit dans le cloud ou précisément sur AWS ou bien même dans l'entreprise AWS, à une personne qui nous écoute? Peut-être avant de revenir sur AWS, je pense de manière générale, je pense le conseil dans le monde professionnel, en tout cas de ce que moi j'ai pu apprendre avec ma petite expérience, c'est qu'il faut juste être ouvert d'esprit et discuter avec les gens. Je pense que on ne se rend pas compte, mais c'est très puissant juste discuter ou collaborer avec quelqu'un
plus tard, après, il a une bonne expérience de toi, il garde une bonne image de toi. Et après, il se souvient de toi lorsqu'il y a une opportunité, ou bien juste échanger pour découvrir même ce dont on n'a pas pensé. Moi, par exemple, en sortie d'école, je ne connaissais pas le métier de solution architecte. Donc, si j'étais braqué par rapport à ce que je voulais faire, j'aurais jamais découvert qu'il y a peut-être un travail qui me correspond le plus. Quand je sortais d'école d'ingénieur, je disais je vais être dev. Après, je me suis dit non, je veux faire analyse de données, je vais être data ingénieur. J'ai fait consultant data et au fil en aiguille, ça m'a amené vers là parce que je discutais avec des gens, j'ai appris à découvrir et j'ai continué peut-être à être prêt pour saisir les opportunités. Donc pour moi, je pense que discuter, être ouvert à échanger avec les gens d'horizons divers, c'est l'une des meilleures richesses pour pouvoir conduire sa carrière. Et de manière générale, je pense que c'est pas grave de ne pas savoir tout de suite ce que tu veux faire. Ça, c'est un truc sur lequel on se met beaucoup la pression. Quand on est à l'école, on a les conseils d'orientation, on dit tu dois savoir. Moi, j'avais ça aussi. J'avais un ami quand on était en prépa. Et je crois que lui, il sait même pas à quel point ça a marqué. Lui, quand on discutait, il disait moi, je veux devenir PDG de Microsoft. Moi, je lui disais comme ça, wow. Genre, nous, on est là comme ça. Lui, c'est déjà ce qu'il veut faire. Moi, je suis là, bon, j'avance et tout. Et après, au final, on va dire, tous les deux, on s'en est plus ou moins sortis. Aujourd'hui, il est PDG de Microsoft. Il n'est pas PDG de Microsoft, mais il a 2 boîtes à son actif. Okay. Donc, ça veut dire que ça l'a quand même amené quelque part et ça l'a amené à réussir aussi. Et moi, d'une certaine manière aussi, le fait de ne pas savoir forcément ce que je voulais faire m'a amené à être curieux et à regarder autour de moi. Donc, il n'y a pas une seule solution, je pense, en général. Si quelqu'un vous dit que la réponse est ça et ça, pardon, fuyez. En général, je pense qu'il faut s'écouter aussi et chacun a un peu sa propre voie qui doit construire. Mais moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment parler avec le plus de gens. Et les mentors, se suivent très bien. Si vous avez quelqu'un qui vous inspire et qui représente à peu près vers où vous pensez que vous devez aller, allez discuter avec la personne et discuter un peu par rapport à ses difficultés, par rapport au moment qui lui ont permis d'arriver où il est. Je pense que c'est super fort pour ne pas forcément passer par les mêmes problèmes et les mêmes erreurs. Et même, ça peut permettre que la personne vous donne des opportunités qui vont vous permettre de vous mettre en avant. Donc ça, c'est en termes de carrière de manière générale. Après, par rapport au cloud et par rapport à AWS, là je vais être un peu bateau, mais franchement il faut juste apprendre et faire des projets. Je pense que c'est vraiment avec l'expérience, avec être à l'affût des opportunités de manière générale. Je pense qu'aujourd'hui dans le monde de l'IT, le cloud va devenir de plus en plus présent. Peu importe en fait ce que vous faites. Et le cloud, c'est pas un secteur à part, c'est juste une nouvelle manière de faire de l'IT. Si tu fais du réseau, tu peux faire du réseau dans le réseau cloud. Tu fais de la data, tu peux faire de la data dans le cloud. Si tu fais du machine learning, tu peux faire du machine learning dans le cloud. Donc en général, c'est un skill en plus, une manière de faire en plus que tu dois juste greffer à ton CV. Et après, au fur et à mesure, faire des projets dans ce sens-là et orienter ta carrière en incluant des projets sur lesquels, en plus de faire ce que tu fais déjà, tu vas aussi toucher à des outils cloud. Et après, si AWS ou bien même un autre cloud provider t'intéresse, il faut juste être un peu à l'affût des opportunités. Et après, regarder le procès de recrutement. Parce que pour des boîtes comme ça, les procès de recrutement sont assez spécifiques. Donc, ça demande quand même une certaine adaptation par rapport au système de recrutement français qui est un peu différent. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'évolutif. Et après, c'est la réussite, c'est vraiment la rencontre entre l'opportunité et le fait d'être prêt. Donc, tu te prépares comme ça et après le jour où l'opportunité arrive, tu saisis l'opportunité. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tu continues et peut-être ta voie était juste ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas juste un seul chemin du succès. Il faut juste être prêt
et comprendre que chacun a une vision différente de succès. D'accord, c'est vraiment très inspirant. Là, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment touché, on va dire. Ok, et du coup, ce qui aussi été très intéressant dans ton discours, c'est cet aspect en fait d'être à l'affût des opportunités ou bien des retours d'expérience des personnes qui sont déjà passées par certains chemins et qui peuvent vraiment dire en fait peut-être les pièges à éviter ou bien les opportunités, les avantages qu'il y a dans X ou Y chemin. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle on fait ces vidéos, cette chaîne en fait, pour pouvoir partager au maximum possible en fait des expériences des personnes qui sont dans la diaspora, qui ont à peu près un parcours similaire au début, déjà qui sont quittés de leur pays, qui sont arrivés, afin qu'ils puissent avoir vraiment une overview des possibilités et ne pas commettre les mêmes erreurs ou bien passer par les mêmes galères que nous. Donc, si ces contenus vous intéressent, si vous voulez vraiment être à l'affût des meilleurs retours d'expérience des personnes inspirantes comme Joël, n'hésitez pas à vous abonner et à vraiment consommer nos vidéos, nos contenus. On a vraiment une panoplie de vidéos qui sont déjà là. Et il y en a encore de plus en plus d'intéressantes qui arriveront incessamment sous peu. Donc, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Merci à toi, Joël, de t'être prêté au jeu de l'interview. Nous souhaitons vraiment de passer une excellente journée et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao.